Si tu raccroches, je te tue. Tout le pitch de Fun Game. Recommandation du jour mettant en scène Colin Farrell, l'un des nouveaux gentlemen de Guy Ritchie. Sorti en 2002, 18 ans déjà, l'histoire de Stu Shepard est un ovni. 10 millions de budget uniquement, et au casting, pourtant, des noms comme Colin Farrell, Forest Whitaker, Katie Holmes ou encore Kiefer Sutherland. Attaché de presse new-yorkais hautain, méprisant et vantard, la réalité le rattrape quand un homme mystérieux menace de le tuer s'il n'avoue pas ses fautes. Le tout par appel téléphonique et non loin de Times Square. Et là, rien que ça, c'est génial. D'une tension et d'un stress montant crescendo, à la hauteur d'un pitch original et ô combien efficace, ce jeu d'échecs dans les rues de New York se transforme vite en huis clos oppressant, malsain et d'une écriture redoutable. Qu'on se le dise, c'est un de mes coups de cœur du genre, tant pour la voix chaude et machiavélique du tueur, que pour un Farrell émouvant, le tout porté par une mise en scène chirurgicale. Tourné dans des conditions extrêmement difficiles par 4 caméras simultanées, Fun Game demeure pour moi classique du genre, malheureusement trop sous-coté, à revoir ou à découvrir. D'ailleurs, pour l'info, The Gentleman, c'est aussi à découvrir. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à... Mais t'as vu le casting? Non, sans déconner, t'as vu le casting? Ou plus sérieusement, la critique de The Gentleman de Guy Ritchie avec Matthew McConaughey, Colin Farrell, Charlie Hunnam, Hugh Grant. Oui, effectivement, désolé, mais ça te met en condition pour apprécier le film, hein, clairement. Le grand retour de Guy Ritchie au cinéma qui est quand même assez productif, l'animal en ce moment, puisque l'année dernière il était quand même sur Aladdin. Il revient à un projet un peu plus intimiste, 22 millions, c'est très peu en termes de budget, hein, c'est un grain de sable dans le désert des grosses productions actuelles. À savoir d'ailleurs, avant de commencer cette critique, qu'actuellement, pour sa première semaine de diffusion aux États-Unis, il n'a engendré, entre guillemets, que 11 millions, ce qui le fera très certainement rentrer dans ses frais, évidemment, à travers le monde, ce qui n'a pas toujours été le cas de Guy Ritchie pour autant dans sa filmographie jusque maintenant, et ce que je trouve, même si le succès semble critique au sein de The Gentleman, être assez peu, tant j'ai trouvé ce film excellent. Voilà, je vais pas y aller par 4 chemins, merci, bonne soirée, j'ai trouvé ce film excellent. C'est le retour du Guy Ritchie qui arrive à mêler une esthétique, un amour du cinéma, un humour complètement décalé, extrêmement british, à un casting remarquable et qui s'éclate dans un contre-emploi que j'avais rarement vu jusque maintenant. C'est vraiment une très bonne surprise, c'est assez compliqué de critiquer ou en tout cas d'analyser la filmographie et le cinéma de Guy Ritchie en règle générale. Beaucoup le comparent par exemple au Tarantino anglais. Pour moi c'est encore autre chose parce que l'un et l'autre sont capables de faire des choses diamétralement opposées et ça on va en parler tout de suite. Cette critique sera composée en 2 parties, on reviendra après sur le casting et notamment Charlie Hunnam. La première chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est le génie de mise en scène de Guy Ritchie et surtout le génie de l'écriture de ce film-là. Vous le savez, moi il y a beaucoup de choses qui peuvent me parler dans le monde du cinéma, en général les performances d'acteurs, c'est spontanément ce que je vais aller chercher, c'est ça qui me provoque de l'émotion, la bande originale, mais ce qui m'a profondément marqué dans le nouveau film de Guy Ritchie, c'est cette qualité incroyable d'écriture. La minutie avec laquelle il va raconter une histoire, de prendre ce sujet, qui est somme toute un sujet de gangster en Angleterre, le mêler à une narration complètement atypique par les personnages de Hugh Grant et Charlie Hunnam et en faire une mise en scène cinématographique, d'autant plus qu'en derrière, la mise en scène va aider le spectateur à faire comprendre à quel point l'écriture est minutieuse. Parce que dès sa situation initiale, on est quand même dans un registre très particulier. Au demeurant, l'histoire principale est celle de Hugh Grant, un paparazzi qui va essayer de demander 20 millions de dollars à Charlie Hunnam, en l'occurrence Raymond, le bras droit d'un des caïds de la drogue en Angleterre, qui est donc le personnage de Matthew McConaughey. Rançon pourquoi? Simplement parce que Hugh Grant dispose d'éléments, d'informations qui pourraient évidemment faire tomber ce baron de la drogue. Et là où j'ai trouvé ça génial dans la manière dont l'histoire est amenée, c'est que Hugh Grant va présenter ça comme un scénario cinématographique. Il va t'amener un scénario à Charlie Hunnam et il va te narrer l'ensemble des aventures de ce fameux baron de la drogue, de son enfance jusqu'à aujourd'hui, dans le seul but au film de récit de faire comprendre à Charlie Hunnam qu'il dispose d'informations capables de faire tomber le caïd de la pègre. Et c'est donc à travers la narration d'Hugh Grant qu'on apprendra à découvrir les personnages, qu'on apprendra ce qui s'est passé, qu'on apprendra cette réelle histoire derrière l'histoire, par le biais d'une mise en abîme, puisque lui construit et dépeint cet univers par une mise en abîme cinématographique. Et il fallait vraiment avoir l'idée, d'autant plus quand la mise en scène est au service de cette écriture-là. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que toute cette trame scénaristique sera magnifiée par des codes cinématographiques. Quand Hugh Grant va présenter ses personnages ou va nous narrer cette aventure, il va le faire en prenant à Charlie Hunnam qu'il imagine une
l'histoire, non pas en 4/3 comme à la télévision, mais vraiment en format pellicule, en format 16/9 dans un pur esprit cinématographique, et Guy Ritchie par sa mise en scène fera en sorte qu'au moment où il prône par exemple cette intention, le format passe de 4/3 à 16/9, format cinéma. Une multitude d'enjeux cinématographiques qui seront mis en avant par un humour subtil, extrêmement british, complètement décalé. Ça, je trouve que c'est aussi l'une des grandes forces d'avoir proposé une narration comme ça. C'est-à-dire que là où le spectateur verra l'histoire par la narration de Hugh Grant, chaque segment où on retrouvera Hugh Grant et Charlie Hunnam qui raconteront cette histoire, ils peuvent être capables de s'arrêter, de raconter l'histoire pendant 3 ou 4 minutes pour se demander si le barbecue est en train de fonctionner ou alors s'ils se font des steaks. C'est un humour extrêmement subtil, complètement décalé, complètement absurde, mais qui fonctionne parce que le casting s'éclate. On peut être dans une scène de tension incroyable, je pense notamment à une scène avec un des antagonistes principaux et la femme de Matthew McConaughey, où on est sur le point d'avoir une multitude de victimes, mais où l'antagoniste principal va quand même prendre ses 10 secondes pour corriger la grammaire de la femme de Matthew McConaughey parce que à ce moment-là, elle fait une faute de grammaire. C'est un humour très british que faisait déjà notamment par exemple Edgar Wright dans Shaun of the Dead, dans Hot Fuzz, etc. C'est un humour qui me rappelle énormément par exemple en France Alexandre Astier, ce qu'il pouvait faire dans Kaamelott, mais évidemment Alexandre Astier c'est aussi pas mal l'école anglaise, c'est les Monty Python, mis au service d'un casting qui s'éclate, on y reviendra, et d'une histoire, d'une narration assez bluffante parce que totalement inattendue. Il faut savoir qu'en termes de retournement de situation, le spectateur sera lui aussi complètement mené en bateau, parce que de cette mise en abîme cinéma, on a une histoire réelle qui se passe derrière. L'histoire principale, elle, nous mènera en bateau tout le temps, parce que c'est un thriller, tu as un certain attachement pour les personnages principaux, un rythme très soutenu, l'appui d'une excellente bande-son, et j'irai même un petit peu plus loin, le générique fait très générique de série télévisée. C'est ça que je trouve très intéressant, c'est le petit parallèle et le petit paradoxe qu'il peut y avoir avec ce que dit Hugh Grant. Hugh Grant, quand il va narrer cette histoire, il l'imagine comme une grande production hollywoodienne, alors que finalement le scénario pourrait se dérouler en plusieurs épisodes, ça fait très série télévisée, et le générique prône un aspect série télévisée aussi. C'est un peu la mise en abîme de toute l'industrie du cinéma et de la série dans un seul film, mais qui n'est qu'au service finalement d'une histoire réelle qui est celle de ces fameux gentlemen. D'autant plus quand on a des dialogues aussi léchés, pertinents, quand on a un final explosif, stressant et qui tient en haleine parce qu'on a envie de découvrir ce fameux dénouement, comme quoi Guy Ritchie n'oublie pas trop quel est le fondement même de son cinéma non plus et surtout de ce long métrage là. Et puis encore une fois une mise en abîme cinéma qui va aider au développement de l'histoire. Dernier exemple probant, quand Hugh Grant va montrer une preuve indiscutable à Charlie Hunnam sur son ordinateur, il va le faire en ayant écrit un script et en faisant jouer à Charlie Hunnam les paroles que disent les personnages qui sont dans l'ordinateur, qui est une preuve pouvant faire tomber le baron. C'est tout un tas de petites situations comme ça qui mêlent plusieurs degrés de lecture différentes au sein d'un propre film pour mettre en avant un thriller. Bravo. Et alors je vais parler de Charlie Hunnam parce que pour moi c'est celui qui le représente le plus, mais au-delà de Charlie Hunnam, pour moi ce qui est incroyable dans ce casting, c'est cette capacité qu'a eu Guy Ritchie à prendre plusieurs personnages à contre-emploi total de leurs acteurs. À l'exception de Matthew McConaughey, très classe, très charismatique, une vraie prestance qu'on peut retrouver dans énormément de ses longs métrages et qui va avoir cette dualité que je trouve vraiment pertinente entre un baron de la drogue très violent et toujours cette classe maniérée un petit peu british où lui clairement il est dans un rôle de prédilection. Tous les autres acteurs, je me focaliserai sur Charlie Hunnam, Hugh Grant et Colin Farrell, sont à contre-emploi. On est très loin du rôle de Sons of Anarchy de Charlie Hunnam, c'est un petit protégé de Guy Ritchie, il avait déjà joué dans Le Roi Arthur, mais on en fait un rôle à contre-emploi total de ce qu'on pourrait imaginer de lui ou de ce qu'on avait déjà vu dans d'autres films comme Hooligan, etc. Et lui va être extrêmement important parce que c'est peut-être par lui que les meilleures scènes du film arrivent. Je pense notamment à une scène, et là c'est intéressant parce que beaucoup compareront peut-être ce film-là à un Guy Ritchie version Tarantino. Pour moi ça va bien plus loin que ça, c'est vrai qu'il y a quelques références à Tarantino dont celle que je vais vous dire, mais ça va beaucoup plus loin. Et ce serait dommage, je trouve, même si c'est possible qu'il y ait des inspirations, de restreindre ce film-là à un film à la Tarantino. Il y a une situation dans le film où Charlie Hunnam se retrouve dans un repère de drogués pour récupérer une droguée et la ramener à ses parents. À cet instant-là, de la manière dont ça va être filmé, de la manière dont les personnages seront placés dans le cadre et dans le décor, de la manière dont Charlie Hunnam va parler, bouger, on jurerait la scène de Jules et Vincent dans Pulp Fiction avec évidemment le Big Kahuna Burger. On le jurerait à tel point qu'on est quasiment dans les mêmes enjeux, on est quasiment dans la même structure de mise en scène, on pourra même avoir une référence, là où Jules va faire toute une tirade sur les burgers, le personnage de Charlie Hunnam fera toute une tirade sur la bœuf qui est justement présent dans la salle. Ça a une connotation très tarantinesque, mais en gardant cet humour très british, et ça prouve que j'avais tort, notamment quand je disais que Travis Fimmel, qui est l'acteur jouant Ragnar Lodbrok, avait peut-être un petit peu plus de nuances qu'un Charlie Hunnam au cinéma. Ça me fait clairement revoir ma copie parce que Charlie Hunnam me fait comprendre dans ce film-là qu'il est capable de jouer n'importe quel rôle. Et il va d'autant plus se jouer de cet humour british, puisqu'à certains moments, c'est lui et le personnage de Hugh Grant qui aborderont les sujets les plus what the fuck, notamment les histoires de steak, les histoires de barbecue, qui ne sont absolument pas en rapport, et la manière dont on a l'impression
qui s'éclatent justement de leur propre contre-situation, je trouve ça remarquable. Hugh Grant, il est à l'opposé total des rôles de dandy british très élégant qu'il pouvait avoir. Cette fois, il joue le rôle d'un paparazzi homosexuel très maniéré mais complètement fantasque et loufoque. C'est génial de le voir comme ça. Alors Hugh Grant, il a un palmarès maintenant et puis évidemment, il a une filmographie qui est longue comme le bras. Donc c'est évident qu'il n'a pas toujours joué ce rôle-là, mais il est aux antipodes de ce qu'on pourrait imaginer. Colin Farrell, on le voit très peu, pourtant il sera l'un des métronomes du long métrage et c'est un rôle, pour moi, à contre-emploi et de prédilection parce que Colin Farrell est un de mes acteurs favoris. J'ai toujours trouvé qu'il était excellent quand il jouait des rôles complètement en roue libre. Quand il arrive dans cet univers un peu borderline, c'est le film parfait, The Gentleman, pour Colin Farrell, parce qu'il est complètement borderline, mais maîtrisé parce que la caméra de Guy Ritchie prône ce borderline, ce qui en fait une sorte de foutoir structuré. Ce film-là, si je devais le résumer en une seule phrase, The Gentleman, ce serait un sublime foutoir structuré, parce qu'on est dans quelque chose de réfléchi, de voulu, en termes d'écriture, de brillant, mais qui est complètement déjanté. Alors l'un des défauts que je pourrais citer du film quand même, c'est que par cette narration-là, c'est très compliqué de tenir 1h50 dans ce format très particulier. C'est vrai que ça pourra paraître un peu long, notamment par son manque de rythme et par ce format qui est difficile à maintenir, mais globalement, foncez voir The Gentleman. Là, pour le coup, c'est peut-être pas le retour de Guy Ritchie au cinéma, mais c'est le retour du vrai, du bon Guy Ritchie au cinéma. Peut-être celui un petit peu plus intimiste, qui est capable de faire réfléchir et qui est capable de prôner un amour du cinéma. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas évidemment à me donner votre point de vue. Qu'est-ce que vous avez pensé de The Gentleman? Est-ce que vous comptez aller le voir? Moi, je vous dis oui, hein, clairement, il faut y aller.